Merci donc de m'écouter pendant 3/4 d'heure, 1 heure. On arrêtera vers 8 heures. Et puis je vais vous parler d'anthropologie. Donc je vais un peu vous décaler de vos approches neurophysiologiques pour vous montrer combien le sens, la signification est absolument essentielle quand on interroge la condition humaine et même quand on interroge le rapport à la douleur, puisque j'essaierai de vous montrer que l'intensité de la souffrance est toujours liée au sens, pas à une signification particulière, mais au sens de manière large. Je vais vous en donner des exemples. Voilà, donc d'abord pas des mots-clés, mais quelques éléments essentiels en tous les cas à mon propos. D'abord, je voudrais déconstruire cette notion de douleur que la médecine voit de manière beaucoup trop univoque. Je voudrais montrer la pluralité et les ambivalences de la douleur quand elle relève de l'expérience intime, et non plus des schémas neurophysiologiques qui, pour moi, ne disent absolument rien de la manière dont elle est ressentie par les acteurs. En ce sens d'ailleurs, d'un point de vue anthropologique, la douleur est un bel objet, entre guillemets, même s'il induit énormément de souffrance, mais ça nous montre combien, au plus intime de nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes, il y a aussi du social, du culturel, du relationnel et un rapport au monde. Et donc c'est pour ça que c'était l'un de mes objectifs quand j'ai publié Anthropologie de la douleur il y a bien des années, c'était montrer que finalement presque rien n'échappe à l'anthropologie, enfin aux sciences humaines et sociales. Il y a du sens partout, dans toutes nos actions. Alors l'une des thèses que je vais défendre, c'est que la douleur est toujours imprégnée de sens. La douleur est toujours imprégnée de sens. Il n'y a pas de douleur sans souffrance. Toute douleur, en effet, a une résonance morale. C'est-à-dire que toute douleur affecte notre vie quotidienne, évidemment. Elle ne se cantonne pas dans un lieu du corps qui lui donne naissance, elle déborde sur la vie tout entière. Donc cette opposition qui nous agace si souvent entre douleur qui serait physique et souffrance qui serait morale n'a strictement aucun sens d'un point de vue phénoménologique, du point de vue de notre expérience du monde. Elle est un héritage du langage, un héritage dualiste, d'ailleurs un peu métaphysique, mais qui embrouille énormément notre réflexion sur le monde. Donc cette opposition douleur-souffrance n'a aucun sens, elle est abstraite, et s'agissant du patient, ce qu'il ressent, ce n'est pas la douleur, c'est la souffrance. Je dirais d'ailleurs un peu brutalement, douleur c'est le vocabulaire médical, souffrance c'est le vocabulaire du patient. Et voilà. Alors je regarde mon texte, donc oui, ça je l'ai dit, s'agissant du patient, donc ce qu'il ressent c'est une souffrance, même si pour le médecin c'est une douleur, car il la voit à distance à travers des données neurophysiologiques. Alors on peut nommer souffrance finalement la mesure subjective de la douleur, la mesure subjective de la douleur. C'est comment une altération réelle ou imaginaire du corps, enfin de la personne en tous les cas, vient la percuter, fracasser sa vie personnelle. Ça s'appelle la souffrance et c'est complètement subjectif. Donc j'appelle souffrance la mesure subjective de la douleur entre guillemets, parce que vous voyez, finalement je donne un statut... Pour moi, c'est un statut purement théorique, la notion de douleur, mais la souffrance, c'est la manière subjective dont va être vécu ce que la médecine va nommer la douleur. Donc, la manière dont une altération réelle ou imaginaire se traduit dans la vie personnelle d'un individu. En ce sens, on pourrait dire que toute douleur est totalement physique et totalement psychique, pour éviter encore le dualisme que c'est à moitié dans la tête, à moitié dans le corps, etc. Non, pas du tout. C'est totalement la douleur, c'est-à-dire la souffrance, elle est totalement en nous. Alors, il n'y a évidemment la douleur n'est pas la seule traduction dans la conscience d'une effraction organique, vous le savez bien. Elle mêle le corps et le sens. Elle est somatisation et simultanément sémantisation. Je vous rappelle que soma, en grec, ça renvoie au corps, séma, ça renvoie au sens. Et ce jeu de mots que je vous propose, donc dire que toute somatisation est toujours simultanément une sémantisation, c'est une manière d'échapper au dualisme qu'il y a dans le terme psychosomatique, avec un tiret. Donc psycho, il y aurait de l'âme, somatique, il y aurait du corps. Non. C'est à travers l'usage de ce terme sémantisation, ou somatisation, donc je peux comme ça intégrer la totalité de la personne dans son rapport à la maladie ou à la douleur.
Voilà, donc toute douleur est à la fois somatisation et sémantisation, et c'est pour ça qu'elle suscite une souffrance. On pourrait dire que c'est une mise en corps du sens, la douleur, une mise en corps du sens. En d'autres termes, la douleur n'est pas seulement une série de mécanismes neurophysiologiques, elle touche une personne singulière, insérée dans une trame sociale, culturelle, affective, un contexte également. Il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou d'un enfant ou d'une personne âgée, marquée par son histoire personnelle également. En d'autres termes, donc, la douleur n'est pas du corps, elle est de l'existence. Quand on a mal, c'est pas notre corps qui souffre, ça c'est complètement abstrait de dire les choses comme ça, c'est notre personne tout entière qui est en souffrance, en souffrance même en utilisant le langage imagé que permet la langue française. En souffrance, c'est être suspendu, comme une lettre en souffrance, mais vous savez bien que quand on est douloureux, et notamment douloureux chronique, on a l'impression de vivre en suspens, on n'a plus du tout sa vie d'avant, on n'a plus de statut encore, on est dans une sorte de chaos intérieur et de chaos dans sa vie personnelle. Donc voilà, il y a donc cette dimension de souffrance dans tous les sens du terme. La douleur, donc, ça touche la personne et non pas le corps de la personne. Et d'ailleurs, c'est pas un coup de force que mèneraient les sciences humaines ou sociales, ou en tous les cas que je mènerai devant vous ce soir, puisque des très grands noms de l'histoire de la douleur, médecins l'ont dit bien avant moi. René Loriche, par exemple, qui a été l'un des grands pionniers de la chirurgie de la douleur dans les années 30, 40, par là. Et René Loriche dit à cette phrase, il dit « La douleur physique n'est pas un simple fait d'influx nerveux courant d'une allure déterminée dans un nerf, elle est la résultante du conflit, d'un excitant et de l'individu entier. » C'est un chirurgien qui plus est, qui parle, mais René Loriche avait fait ses premières armes, si j'ose dire, pendant les guerres 14-18, donc avec une chirurgie extrêmement brutale, où il fallait scier les membres des soldats blessés, etc. Et René Loriche avait été frappé du fait que les soldats ne réagissaient pas du tout de la même manière à la douleur, s'ils étaient allemands, même s'ils étaient français de telle ou telle région, s'ils étaient anglais. Loriche était sidéré de voir les Cosaques, les Russes par exemple, tendre leur moignon après avoir bu de la vodka et rester absolument sans bouger pendant que la scie opérait, etc. J'aime beaucoup le travail de Loriche parce qu'il est très sensible, non seulement à ses patients, mais aussi il a de bonnes observations sociologiques, même s'il s'y attarde pas vraiment. Si vous lisez ses manuels de médecine, on est vraiment en pleine médecine, mais en même temps, par moments, il nuance les choses et il intègre un peu plus le social et le culturel. Et puis, René Loriche a été commenté par un médecin, qui est en même temps l'un des grands philosophes du XXe siècle, c'est Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, qui a été le maître de Michel Foucault aussi. Et Canguilhem, donc dans son grand livre « Le normal et le pathologique », consacre un chapitre à Loriche, pour dire d'ailleurs l'admiration qu'il éprouve à son égard. Et voilà la citation que j'extrais du livre de Canguilhem. Donc rappelez-vous, c'est un médecin qui parle et il écrit « L'homme fait sa douleur, l'homme fait sa douleur comme il fait une maladie ou comme il fait un deuil, bien plutôt qu'il ne la reçoit ou la subit. » Fin de citation. Vous voyez, la référence au deuil est tout à fait spectaculaire parce qu'on ne s'attend pas du tout. Si on est dans le dualisme corps-psyché, on se dit le deuil n'a rien à voir. Il fait une digression qui... Non, pas du tout. Pour lui, vous voyez, il y a une dimension de sens. Enfin, il ne parle pas de sens, mais c'est moi qui traduis de cette manière-là pour dire que c'est l'individu qui fait sa douleur et ce n'est pas du tout la douleur qui fait l'individu. Voilà. Il y a le décodage d'une histoire de vie, du social, du culturel, du relationnel, du contexte, voilà. Toutes ces choses-là. Et c'est ça qui a d'ailleurs lancé, dans les années 50 aux États-Unis, la sociologie de la douleur. Ça, je ne vais pas vous en parler du tout, mais les premiers travaux de Mark Zborowski, par exemple, qui comparent des groupes sociaux, des groupes culturels différents et qui voient que des populations sont beaucoup plus enclines à traduire de façon très dramatisée leur douleur, alors que d'autres, par exemple les Américains ou les Irlandais, restent très stoïques, ne bougent pas devant les douleurs. Et voilà. Donc voilà, premiers travaux sur la sociologie de la douleur, c'était plutôt de montrer que la douleur était en quelque sorte façonnée par un rapport au social et au culturel.
Voilà, mais en même temps, c'est toujours un peu dangereux de rester uniquement dans ce cadre-là, puisque c'est un peu enfermer les gens dans une culture. Or, la culture, pour moi, elle est secondaire. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait de sa culture. Hein. Non pas les influences qui ont pesé sur nous, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, des influences qui ont pesé sur nous. C'est fondamental. Sinon, on est dans une sociologie vraiment très dogmatique, très simpliste, où des comportements devraient répondre à telle catégorie sociale. Non, c'est 1000 fois plus compliqué. Vous voyez bien, on n'a pas forcément les mêmes attitudes que ses frères et ses sœurs, on n'a pas les mêmes attitudes forcément que ses parents. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on fait de la culture, qu'est-ce qu'on fait de l'éducation qu'on reçoit. Et c'est ce qui fait que des patients avec les mêmes pathologies, de même origine sociale, de même sexe, peuvent avoir des attitudes absolument opposées face à leur douleur. Voilà donc une sorte de cadre. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc une sorte de parcours dans ce que j'appellerais le continent de la douleur, hein, pour voir combien elle est en fait d'une complexité infinie à tous égards. En partant du pire de la souffrance, hein, dans le parcours que je vous propose, on va partir du pire de la souffrance. La douleur subie, en d'autres termes, hein, subie à travers la maladie, à travers la torture, à travers les séquelles d'un accident et autres, mais on va voir aussi qu'il y a bien d'autres déclinaisons de la douleur qui font que le ressenti va être fondamentalement différent, même si, sans doute, l'altération du corps est exactement la même. Mais le vécu sera fondamentalement différent si la douleur est subie, ou si elle a été choisie, ou si elle est un recours, par exemple, d'une adolescente en souffrance qui se scarifie. Hein, vous voyez déjà, rien que là, avec peu de choses, on arrive à une sorte de problématisation de cette notion de douleur, hein, problématisation autour de la question du sens, du contexte dans lequel la personne est plongée. Voilà, donc on va faire un parcours en partant du pire de la souffrance à des situations où la personne nous dit « oui, ça fait mal, mais ça va, je peux tenir le départ d'un marathon ou autre. Bien sûr, je sais que ça fait mal, mais je tiens le coup, je veux le faire. » Voilà, l'alpinisme, etc. Bon, toutes ces pratiques, sport extrême et autres, où les gens ne vous disent absolument pas « je souffre, c'est abominable ». Ils vous disent « bien sûr, j'ai vachement mal, c'est terrible, mais quand même, quand j'arrive à la fin, c'est tellement extraordinaire et autres. » Voilà, donc on verra donc que la douleur ou la souffrance, c'est-à-dire le ressenti de la douleur, est toujours une incarnation du sens, on pourrait dire. Toujours une incarnation du sens. Alors là, je vais davantage me balader. Donc on va d'abord voir, si vous voulez, le pire de la souffrance, c'est-à-dire quand elle est subie, la personne n'a rien demandé, elle était sur la route et elle est victime d'un accident ou bien un cancer se développe, une pathologie extrêmement douloureuse et la personne est prise en tenaille, on voudrait désespérément s'en sortir, mais elle est coincée ou parfois aussi des maladies évolutives. Voilà, là, il y a donc un sentiment souvent de fatalité, un sentiment d'irréversible, sont des vies détruites. Hein. Je ne vais pas développer énormément tout ça, mais le sentiment d'identité est profondément altéré. Les patients vous disent d'ailleurs « je ne me reconnais plus ». La famille fait écho et répond « oui, en effet, on ne le reconnaît plus », etc. Vous voyez, la douleur percute l'individu dans sa profondeur, dans son rapport au monde, avec ce sentiment que les choses risquent de demeurer comme ça pendant tellement longtemps. Voilà. Donc là, je vais venir à la torture tout à l'heure, mais même pourtant dans ce contexte-là, nous disposons aujourd'hui de techniques antalgiques que j'appellerais des techniques de sens, justement, parce qu'on ne touche pas aux patients, mais en même temps on réussit à réduire la somme de souffrance que les patients vivent. Je pense par exemple à l'hypnose, qui évidemment est de plus en plus utilisée dans les hôpitaux en France, mais dans le monde entier déjà depuis bien plus longtemps, puisque la France est arrivée très tardivement à ce recours, avec des formations. Je suis souvent intervenu dans le DU de Jean-Marc Benayem, par exemple, qui est centré autour de douleur et hypnose. Donc l'hypnose est de plus en plus utilisée, mais aussi plus traditionnellement la relaxation, la sophrologie, la méditation, des choses de cet ordre-là.
qui sont donc des espèces de détours pour que la personne arrête d'être en quelque sorte hypnotisée par sa douleur. Hein. L'hypnose, c'est justement une technique pour détourner la conscience, mais quand on se dit en permanence j'ai mal, c'est horrible, etc., vous voyez comment il y a une sorte d'hypnose autour de la douleur. Donc il faut briser ce conditionnement. D'ailleurs, je pourrais le dire autrement, plus on pense à sa douleur, et plus on a mal. Hein, plus on pense à sa douleur, et plus on lui donne de l'énergie. Donc, au-delà des molécules, des antalgiques qu'on peut utiliser, il y a aussi une manière de détourner l'individu de cette focalisation, de cette rumination sur sa souffrance pour qu'il ait justement moins mal. Le problème, vous le savez bien, c'est que quand vous dites à la personne « essayez de ne plus y penser », ça ne fonctionnera jamais. Donc il faut trouver des techniques du corps même, comme aurait dit Marcel Mauss par exemple. Il faut trouver des techniques du corps qui permettent au sujet de focaliser toute son attention sur ce qu'il va utiliser pour essayer d'amortir une part de sa douleur. L'hypnose est une voie royale en la matière, mais aussi d'une certaine manière la méditation ou autre, ou simplement un passionné de football qui regarde un match et qui lui tient à cœur, pendant 1h30 il a plus mal. Et même si son équipe marque un but, vous allez le voir se lever en poussant un grand cri, alors qu'il a fichtrement mal au dos depuis des années et des années. Vous voyez comment c'est l'action du sens uniquement, c'est le détachement de la personne qui est centré sur autre chose et qui fait que ça marche, donc ces techniques-là. Donc technique de sens, parce qu'en hypnose, on ne touche pas le corps du patient, on est à distance, on co-construit avec lui un scénario qui enrobe sa souffrance et puis qui progressivement donc va vers un soulagement, en tous les cas une manière d'amortir sa souffrance. Voilà. Donc même là, on n'est pas totalement impuissant. Même si tout le monde n'est pas accessible à l'hypnose, même si puis en plus vous avez un certain nombre de patients réticents, dont j'avais fait un chapitre dans mon livre sur la douleur chronique, ceux que j'avais appelé ça la douleur nécessaire. Je ne sais pas si je vais beaucoup vous en parler ce soir, mais en tous les cas, pour un certain nombre de patients, leur douleur chronique est absolument nécessaire à leur équilibre de vie. Elle est une manière de crier souvent des blessures d'enfance qui n'ont jamais été dites, qui n'ont jamais été entendues. La personne en est souvent inconsciente, mais elle est l'héritière aujourd'hui, à 50 ans, à 60 ans, plus parfois, de ces souffrances qui n'ont jamais eu l'occasion de se dire autrement. Mais évidemment, le médecin n'est pas du tout le bon interlocuteur en l'occurrence. Et ce sont des douleurs qui sont très difficiles à prendre en charge, évidemment, dans la mesure où la psychothérapie n'est pas non plus forcément le plus efficace. Enfin, donc c'est le bricolage qui permet à ces personnes de s'en sortir. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples de ça, notamment à travers ce qu'on appelle la fibromyalgie, qui est la traversée d'une immense souffrance, mais que la médecine a énormément de mal à aborder parce qu'elle n'est pas du tout dans le bon paradigme. Donc, elle peut accompagner, faire en sorte que, en tous les cas, donner des interlocuteurs à la personne fibromyalgique, mais le problème souvent est ailleurs, mais pas seulement dans la fibromyalgie, d'ailleurs dans un certain nombre de douleurs chroniques. Voilà. Alors, la torture est un autre exemple absolument terrible, évidemment. Là, c'est bien pire, sans doute encore. On ne peut pas comparer la souffrance, mais la torture, donc c'est la volonté des tortionnaires de gorger un homme ou une femme de souffrance pour faire imploser son sentiment d'identité, et c'est souvent ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de survivants de la torture, comme on parle de survivants de l'inceste, parce que ce sont des formes de destruction de la personne dont on a énormément de mal à se remettre. Mais pourtant, justement, il y a des hommes ou des femmes qui ont su intuitivement trouver des techniques de sens pour ne pas être détruits par l'expérience. Et je vais vous donner deux exemples. Et si vous voulez, je vous en donnerai d'autres tout à l'heure, si on a le temps d'échanger. Mais voilà, d'abord, le premier, c'est l'un des grands écrivains de langue espagnole aujourd'hui, c'est Carlos Lizcano, qui est un écrivain uruguayen. Et Carlos Lizcano, quand il avait une vingtaine d'années, était un tout jeune militant de gauche qui s'est retrouvé enfermé dans les dictatures latino-américaines,
puisque l'Uruguay avait été aussi fortement impacté par les militaires. Et donc Carlos Lizcano va rester pendant des années incarcéré, torturé abondamment, etc. Et il a écrit un livre sur cette expérience terrible qui s'appelle « Le fourgon des fous ». Le fourgon, les petits camions, et le fourgon des fous, parce qu'on entassait les prisonniers dans ce genre de petits camions pour les emmener en prison. Et donc Carlos Lizcano a réussi à sortir de prison indemne, meurtri profondément. C'est un écrivain extrêmement dur, très, très pessimiste. Mais en tous les cas, il est sorti debout, il n'a dénoncé personne. Et voilà pourquoi. Donc, dans le livre, il s'interroge pourquoi a-t-il su préserver le secret de... S'il avait parlé évidemment d'innombrables autres familles, il aurait été endeuillé. Vous voyez, c'est le jeu de domino de l'horreur, quoi. Un prisonnier dénonce tel ou tel de ses amis, qui vont peut-être à leur tour dénoncer tel ou tel autre, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé au Chili, en Argentine, de manière absolument terrifiante. Et là, Carlos Lizcano avait conscience de ça. C'est-à-dire, il savait que si jamais il dénonçait ses amis, ce serait infiniment pire finalement que d'être charcuté par les tortionnaires. Parce que ça, il ne s'en remettrait jamais. De croiser dans les rues de Montevideo le père, la mère, le fils, la fille de quelqu'un qui l'aurait envoyé à la mort. Donc il était prêt à assumer toute la perversité des tortionnaires. Alors voilà ce qu'il écrit, et c'est très beau, c'est très troublant d'ailleurs, très étonnant aussi. Je le cite. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé ? Là-bas, ce n'est pas... Il parle de dignité, voilà, mais vous allez voir, il a une définition très particulière de la dignité. Ce n'est peut-être pas la dignité du militant politique, mais une autre, plus primitive, faite de valeurs simples, apprises je ne sais pas quand, peut-être à la table de la cuisine de chez moi, quand j'étais enfant, au travail, sur les bancs de l'école. Ce n'est pas une dignité abstraite, mais une dignité très spécifique. Celle de savoir qu'un jour, je devrais regarder en face mes enfants, ma compagne, mes camarades, mes parents. Et même pas autant de personnes. Il me suffit de vouloir un jour me sentir digne devant une seule personne. Oui, une phrase magnifique, quasiment lévinassienne, mais qui montre que Lizcano avait conscience, donc dénoncer, c'est 1000 fois pire que toutes les souffrances physiques qu'on peut subir. Parce que là, c'est le sentiment d'identité qui est du coup complètement détruit par la honte, par la culpabilité de l'horreur qu'on a suscitée. Donc, c'est une technique de sens finalement. Il a cette image-là en tête et il a 20 ans. Il n'a pas de compagne, il n'a pas d'enfant. Il se projette dans le temps et ça va lui permettre de tenir en dépit de l'action des tortionnaires. Un autre exemple, une femme au Chili cette fois qui est abondamment torturée et qui également ne veut jamais dénoncer personne. Et vous allez voir la technique qui est la sienne. Je la cite. « Là-bas, je m'accrochais de toutes mes forces à... Je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir, ni me voler, ni violer, ni salir, ni briser. C'était comme le coffre d'un trésor secret. Ces trésors que les enfants gardent jalousement, même si ce n'est rien d'autre qu'une coquille ou des billes de couleur. Et moi, j'avais mis là-dedans le nom de mes camarades. » Fin de la citation. Oui, très, très beau aussi. Mais vous voyez l'image intérieure, l'auto-hypnose d'une certaine manière, hein, comment on appelle ça, l'imagerie mentale. J'ai horreur du mot mental, hein, qui est un peu trop dualiste, vous voyez bien pour mon vocabulaire, mais c'est ce que certains psychologues des années 50-60 appelaient l'imagerie mentale. Donc voilà, comment à travers des images qu'on se construit, on crée une sorte de bouclier, on pourrait parler d'un bouclier de sens, qui fait que les tortionnaires se cognent en permanence contre un mur invisible et ils n'arrivent pas du tout à transformer, à faire en sorte que leurs prisonniers ou leurs prisonnières dénoncent ses camarades. Et certains vont jusqu'à la folie d'ailleurs, mais ne dénoncent absolument personne. Hein, voilà.
C'est une autre technique de sens, vous voyez, là, qui est beaucoup plus intuitive. Les personnes n'ont pas forcément réfléchi à dire comment je vais faire pour tenir le coup. Simplement, il y a en elles une telle indignité à dénoncer quelqu'un qu'elles vont elles vont bricoler quelque chose pour réussir à s'en sortir. Ce sont deux exemples parmi bien d'autres, mais qui montrent que le sens également va intervenir sur la douleur pour la rendre tolérable, entre guillemets, même dans un contexte de torture. Et puis après la douleur subie, donc celle quand même qui nous écrase, qui nous dépersonnalise, qui nous déshumanise, même si on dispose de quelques armes pour essayer de tenir, il y a la douleur choisie. Et la douleur choisie, on la connaît tous parce qu'elle fait partie de nos vies personnelles pour beaucoup d'entre nous. C'est celle du sport, par exemple, hein, des activités physiques et sportives, même à la limite des très longues marches. Mais bon, c'est en tous les cas le quotidien des alpinistes. Gravir une montagne, c'est souvent extrêmement dur sur le plan du rapport, enfin sur le plan physique. Courir des marathons ou des trails, etc., qui sont tellement en vogue aujourd'hui. Voilà. Mais en même temps, dans le sport, même quand on est un sportif de haut niveau, il faut apprendre à se rentrer dedans. Voilà, c'est ce que je me souviens du vocabulaire de mon adolescence, quand je faisais beaucoup de cross-country ou de courses de demi-fond, où les entraîneurs nous disaient « rentrez-vous dedans, faites-vous mal, sinon vous n'arriverez jamais à rien au moment des compétitions ». Donc le sport, surtout le sport de haut niveau, c'est vraiment, d'ailleurs on parle de sacrifice, etc. Il faut que ces hommes ou ces femmes, en permanence, se fassent mal, mais c'est pour repousser justement le seuil de la souffrance. Ils apprennent à supporter des choses qu'au début ils trouvaient absolument intolérables, un peu d'ailleurs comme un marcheur qui, le premier jour, marche 10 km et se retrouve épuisé et a mal absolument partout. Puis après 3 semaines de marche, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Il va faire 30-40 km en voulant encore aller plus loin. Donc il faut l'entraînement dans le sport, c'est ça, c'est repousser les limites. On retrouve ça en natation, on retrouve ça en cyclisme, dans la course à pied, etc. Bon, faut pas que je perde trop de temps à faire trop de citations pour qu'on ait le temps quand même de dialoguer. Je vais essayer de résumer 3 citations que j'aime bien faire d'un coureur de course ultra. Les courses ultra, c'est 200-300 km. Hein. Vous avez un point de départ, 300 km plus loin, vous avez la ligne d'arrivée. Donc c'est enchaîner toute une série de marathons et souvent dans des déserts, dans des lieux pas faciles non plus. Voilà. Donc j'avais interviewé en Alsace un garçon qui est assez bon dans la pratique, qui ferait partie, je sais pas, des 10 Français les meilleurs en la matière. Et bon, voilà, je vais essayer de reprendre des fragments des citations pour ne pas perdre trop de temps. Il me dit, au bout de 12 heures de course, hein, rappelez-vous, un marathon, c'est 3 heures en gros, 3-4 heures. Au bout de 12 heures de course, on a les cuisses complètement tétanisées, les jambes pleines de liquide lactique, ça brûle, il y a tout qui brûle. Chaque foulée, c'est un peu comme une bombe qui explose dans les jambes, etc., etc. Bon, les coups de couteau, quand une crampe arrive, bon, je passe parce qu'il m'a fait une longue... Mais en même temps, oui, je vais quand même vous lire la fin parce qu'elle va faire lien avec ce que je vous disais sur la torture et sur le recours à l'hypnose. Alors il dit j'ai mon petit secret en ultra quand je ressens la douleur. Je m'intériorise, j'essaie de faire le vide en moi, j'avance, je continue, je me concentre sur mes pensées et quand j'y arrive, je remonte doucement au classement. Si j'arrivais à mieux me concentrer, je pourrais même faire un podium. Vous voyez, c'est une déclinaison de ce que je vous disais tout à l'heure des techniques de sens, c'est-à-dire que quand la souffrance commence vraiment à l'imprégner, qu'il a envie d'arrêter, d'abandonner, comme il le dit, je pense à autre chose. Se détourner, arrêter de ruminer sa souffrance, penser à autre chose. Donc il dit, je me concentre sur mes pensées et quand j'y arrive, je remonte doucement au classement. Évidemment, il a moins mal. Et là, moi, ça me rappelle des tas de souvenirs de coureurs quand j'étais plus jeune, mais je suis sûr que ça vous en rappelle à vous aussi. Quand on se dit, j'en peux plus, mais je vais courir jusqu'à cet arbre là-bas, et puis si j'arrive jusque-là, je ferai le point. Bon, alors du coup, on se concentre sur l'arbre. Comme on arrête de penser à sa douleur, on court plus vite, on nage plus vite, etc. Puis après,
après, arrivé devant l'arbre, on se dit finalement on est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne l'avait imaginé. Mais technique de sens utilisée intuitivement par un coureur à pied. Alors les deux autres citations encore la deuxième, je peux la faire sauter, c'est la valorisation de la douleur dans ce genre de pratique. Le fait que c'est quelque chose de presque aristocratique, parce que tout le monde ne va pas vouloir se faire mal comme ça. Voilà, donc il y a une espèce d'héroïsation de la douleur, très masculine hein, d'ailleurs, mais bon, je passe là-dessus. Ce qui m'a bien plu, c'est quand à la fin de notre entretien, il a évoqué la douleur subie. Donc on pourrait dire, ce Nicolas, c'est quelqu'un qui doit avoir une force de résistance à la douleur absolument incroyable dans sa vie personnelle. Eh bien pas du tout. Hein, je le cite, il parle d'une sciatique. On pourrait se dire, bien sûr, une sciatique, ça fait mal à tout le monde. Mais pour un gars qui nous parle de bombes atomiques qui explosent dans ses jambes et autres, on se dit, une sciatique, ça doit être 2 fois rien. Je le cite, il dit « C'est pas pareil une sciatique. Là, je ne peux pas courir. C'est une douleur mécanique, subie, désagréable. Quand je m'aligne sur un ultra, j'ai les muscles qui brûlent. Mais c'est moi qui gère ma douleur. C'est moi qui gère ma douleur, c'est ma douleur, je l'ai choisie, je l'ai acceptée, je sais qu'elle va venir, tandis qu'une blessure comme une sciatique, c'est involontaire, c'est une ennemie, moi je ne lui ai rien demandé. » C'est-à-dire, intuitivement, lui aussi, il fait parfaitement la part de la douleur subie, de la douleur choisie, et il est incapable, il a beaucoup de mal à tolérer une douleur subie, alors qu'il est extrêmement fort s'agissant des douleurs consenties, de la douleur consentie, donc des courses ultra. Vous voyez, c'est un exemple paradigmatique, parce qu'on pourrait le reprendre dans d'innombrables autres situations de sport, où il faut justement se faire mal pour être parmi les meilleurs. Vous avez des choses très proches dans le body art, des artistes donc qui s'écorchent vifs, qui s'entaillent, qui se mettent dans des situations épouvantables. Pas Orlan qui elle a toujours dit on pense souvent à Orlan dans le body art, mais Orlan a toujours dit qu'elle refusait la douleur. Et quand elle a fait sa performance de chirurgie esthétique, elle avait recouru à une péridurale et n'a absolument rien ressenti. Donc on la voit qui sourit alors qu'on est en train d'ouvrir son visage, etc. Bon. Mais en tous les cas, des grandes artistes, des femmes, là, plutôt, comme Gina Pan et Marina Abramovic, sont des femmes qui ont meurtri leur corps. Mais en même temps, j'ai beaucoup écrit notamment sur Gina Pan, parce que j'aime énormément cette femme, qui est morte très précocement, malheureusement, d'un cancer. Elle avait à peine une 50aine d'années. Mais un jour, l'une des performances légendaires de Gina Pan, c'était pour dénoncer la violence faite aux femmes en termes de beauté, en termes d'exigence de beauté, de séduction, etc. Elle voulait montrer que c'était une souffrance, voilà, alors que les hommes étaient relativement épargnés par ce genre de choses. Et la performance la plus célèbre de Gina Pan, c'est quand elle s'est maquillée avec des lames de rasoir, pour montrer justement que le maquillage était aussi une forme de violence d'une certaine manière. Bon, en provoquant évidemment l'émoi des spectateurs qui assistaient à la performance, mais par contre, quand on lit les interviews de Gina Pan, et c'est pas la seule fois où elle s'est fait mal, elle dit en substance, la douleur, j'en fais mon affaire. Je me prépare intérieurement avant d'arriver dans la galerie ou dans le musée où elle va faire sa performance. Et elle dit qu'elle ne souffre absolument pas. Elle est dans une sorte d'état second, entre guillemets. C'est une artiste, elle mène son œuvre, elle fait œuvre de son corps, en quelque sorte, et voilà. Donc elle ne souffre pas, contrairement à ce que croient évidemment les spectateurs par identification, qui se disent « Ah mais elle est en train de s'entailler, surtout le visage, c'est abominable. En plus c'est une femme qu'on devrait protéger mieux. » Il y a tous les stéréotypes qui vont fonctionner sur la douleur féminine au regard de la douleur masculine. Il n'y a aucune virilité chez une femme à résister à la douleur. Or là, on a des femmes qui délibérément s'infligent des douleurs. Voilà. Bon, en tous les cas, vraiment, il n'y a aucun... Marina Abramovici vient d'écrire ses mémoires. À aucun moment, elle nous dit également qu'elle souffre, même si elle se met dans des situations qui nous feraient extrêmement mal. Parce que nous, on n'est pas des artistes, on ne se serait pas préparé à le faire, mais elle dit bien qu'elle n'a pas mal. Vous avez aussi le tatouage.
les grosses pièces, comme on dit, hein, de se faire tatouer tout un dos, toutes les jambes, etc., au bout d'un moment, ça fait très mal. Et il faut résister. Mais là aussi, les personnes qui se font tatouer vous disent que le tatouage, la douleur, ça fait partie du tatouage, que si d'ailleurs un tatouage ne faisait pas mal, il n'aurait absolument aucune valeur. Voilà, c'est le prix à payer en quelque sorte de l'esthétisation de son corps et qui fait qu'il n'y a aucun problème. Dans le piercing, d'ailleurs, j'avais rencontré, quand je menais une enquête là-dessus à Strasbourg, j'avais rencontré notamment un garçon qui m'avait dit que son piercing, il ne s'était pas rendu compte de son piercing, donc il voulait absolument en faire un qui lui fasse vraiment mal, parce que son piercing n'avait aucune valeur pour lui, parce qu'il ne l'avait pas senti. Voilà. Les pratiques de suspension sont encore plus spectaculaires. Hein. Les suspensions, c'est être accroché avec des crochets au niveau du corps, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc vous avez des hommes ou des femmes qui sont suspendus dans l'espace, avec la peau profondément étirée, mais il y a aussi cette extraordinaire élasticité de la peau. Et ce sont aussi des garçons ou des filles qui se sont préparés. Si nous faisions cette expérience, ce serait une torture absolument terrifiante. Mais là, ce sont des garçons ou des filles qui aspirent à ça, qui veulent vivre une sorte de rite intérieur de passage, de rite intime de passage, des états modifiés de conscience que provoque justement cette situation extrême, entre guillemets, où ils ont mal, mais en même temps où la souffrance n'apparaît pas. Je vous donne rapidement une anecdote personnelle, parce que je connais très bien l'un des artistes qui se produit dans le monde entier à travers ce genre d'expérience, c'est Luca Spira, mais qui a commencé très tôt, hein, dans les années 90. Et un jour, Luca Spira, qui était à l'époque aussi pierceur, tatoueur, m'avait invité à Avignon dans sa boutique pour faire un débat avec le public. Et il avait projeté des vidéos très spectaculaires où on voyait en effet, on le voyait lui avec sa peau étirée, etc. Puis dans la salle, quelqu'un qui n'a pas supporté, qui a dit « mais c'est pas possible, vous devez souffrir terriblement, pourquoi vous nous montrez ces images ?» Et Luca s'est tourné vers moi avec un grand sourire et il a dit « non, c'est exactement ce que David dit, je ressens la douleur, mais pas du tout la souffrance. » C'est une très belle manière de dire les choses. Voilà, mais ce sont des gens qui se préparent, hein, et parfois très longtemps. J'avais suivi pendant plus d'une année un jeune Strasbourgeois qui était aussi tatoueur d'ailleurs, je me demandais s'il allait le faire un jour, il allait la faire un jour, sa suspension. Mais il se préparait, il faisait du yoga, il s'était mis à courir, à avoir une alimentation particulière, et puis il voulait aussi que la fabrique de cette articulation qui va le soutenir, il voulait aussi que ce ne soit pas n'importe qui la fasse, il voulait un artisan spécial, etc., etc. Mais bon, il l'a fait, et il a vécu une expérience extraordinaire, effectivement, dont il m'a longuement parlé après. On pourrait parler aussi des rites de passage dans les sociétés traditionnelles. À chaque fois, vous avez des souffrances qu'on inflige aux jeunes initiés, mais en même temps, pratiquement aucun ethnologue ne décrit des souffrances. À aucun moment, on ne voit des jeunes larmoyant ou disant c'est horrible, etc. Non, on les scarifie avec des pierres mal taillées, on les ampute d'un bout du doigt ou autre, mais ils tiennent le coup parce que ça fait partie d'une démonstration aussi, non seulement d'endurance, mais pas de citoyenneté, mais de légitimité, d'appartenance au groupe, en tous les cas. Faudrait parler j'essaie de terminer vite pour qu'on ait un temps d'échange, mais il faudrait parler aussi d'ailleurs de la tradition chrétienne, de la douleur qui rapprocherait du Christ, etc., qu'on retrouve chez beaucoup de mystiques, Thérèse d'Avila notamment, mais quand on lit les mystiques, je l'ai souvent fait, j'ai beaucoup travaillé sur le silence notamment, mais il y avait aussi la question de la douleur infligée, auto-infligée. Hein, mais quand on lit les mystiques, quand on lit Thérèse d'Avila par exemple, elle vous dit ah, c'est merveilleux Jésus, je me fais mal, je me rapproche de vous sur la croix, c'est une délectation infinie, etc. Quoi. On ne voit absolument pas une succession d'adjectifs qui diraient quelle abomination, quelle souffrance j'éprouve. Non, je suis tellement heureux de
me faire mal comme ça. Exactement comme le fameux texte de Blaise Pascal, la prière pour le bon usage des maladies, enfin un texte fameux de Blaise Pascal où il se réjouit d'avoir eu tout un tas de maladies parce qu'à chaque fois qu'il avait mal, ça le rapprochait des douleurs du Christ. Mais en même temps, vous voyez des formes quasiment d'auto-hypnose aussi, et puis de bouclier de sens, qui fait qu'effectivement, Blaise Pascal certainement souffrait, mais pas tant que ça, puisqu'il était content, il pensait gagner sa place au paradis, évidemment. Et Thérèse d'Avila, d'ailleurs, il y a une toile fameuse du Bernin à Rome, enfin une sculpture fameuse du Bernin à Rome, que Lacan commande d'ailleurs, non sans ironie, où on voit le visage de la sainte qui est complètement en extase, quoi, quasiment orgasmique, et elle est censée avoir très mal. Voilà. Donc, même là, vous voyez, on peut jouer on peut montrer que à partir du moment où une douleur est choisie, on peut dire que la dimension de la souffrance est très insignifiante. Même si les gens ont mal, évidemment. Ils ont mal, mais c'est parfaitement tolérable. Et puis, là aussi, pour aller vraiment très vite, regardez la douleur des personnes sans abri qui refusent les soins. On en connaît assez souvent, dont ils ont parfois des membres cassés, ils ont des caries plein la bouche, ils ont des tas de problèmes dermatologiques ou autres, mais en même temps, ils ne veulent absolument pas se faire soigner. Donc, ils sont dans une... Je me rappelle un jour, il y a un urgentiste qui a fait un DEA avec moi en sociaux sur les personnes sans abri. Et il m'avait raconté qu'il avait vu un type, un mendiant, qui avait manifestement la jambe cassée. Donc, il lui avait dit, mais il faut absolument qu'on vous hospitalise, on va vous soigner. Et le gars lui avait dit, non, laisse-moi tranquille, c'est mon corps, c'est pas moi, je m'en fous. Vous voyez, ces techniques de dissociation, qu'on connaît d'ailleurs dans certaines situations traumatiques, où les gens se divisent complètement d'eux-mêmes et assistent de loin à l'horreur qu'ils subissent. Et bien là, voilà, vous avez des personnes sans abri qui vous disent, non, c'est pas... ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Là, on pourrait dire que c'est la souffrance qui vient anesthésier leur douleur. Ils ont vécu tellement de drames personnels, et puis ils sont à la rue depuis si longtemps, qu'ils n'ont plus les moyens. Ils ont dénarcissisé leur corps, on pourrait le dire aussi comme ça. Ils ont dénarcissisé leur corps, donc ils se sentent peu concernés, enfin ces hommes-là, plus rarement ces femmes-là, se sentent peu concernées par leur pathologie. Donc ils ne sont pas dans la souffrance, ils sont dans une sorte d'indifférence. Et en même temps, là aussi je voudrais vous donner des exemples, mais je vois que ma montre va très vite. Quand vous les hospitalisez et quand vous prenez soin d'eux, c'est-à-dire quand vous leur donnez de la reconnaissance, de l'amour, on pourrait dire, eh bien après quelques jours, ils vont vous dire « j'ai mal ». En fait, ils renarcissisent leur corps. Ils se sentent à nouveau vivants parmi les vivants. Et à ce moment-là, ils commencent à redevenir des hommes ou des femmes un peu comme nous. C'est-à-dire que comme nous sommes attachés à notre vie, nous, ça nous fait mal, évidemment, de nous écorcher. Mais quand on est dans une situation de souffrance comme ils le sont dans la rue, ça n'a plus beaucoup d'importance. Et puis vous avez le recours à la douleur, entre guillemets, contre les souffrances, entre guillemets aussi. Je parle des scarifications, des attaques au corps qui touchent énormément aujourd'hui de nos adolescents, dans le monde entier d'ailleurs. La société française n'en a pas le monopole. Vous avez des filles de 12-13 ans qui vont s'entailler, parfois assez sévèrement, et quand vous les interrogez, elles vous disent « je me fais mal », mais c'est pour avoir moins mal. Parce que le fait d'ouvrir la peau, de faire couler le sang, de se faire mal, est aussi une manière d'entrer dans leur souffrance de vie. Ce sont évidemment très souvent, presque toujours, des garçons ou des filles qui ont été victimes d'inceste, d'abus sexuels, de maltraitance, ou en tous les cas, il y a des problèmes affectifs à l'intérieur de leur famille, il y a l'absence du père ou autre. Bon, il y a d'innombrables cas de figure, mais vous avez donc des jeunes en souffrance et qui vont se soigner. Dans l'un de mes livres, j'avais analysé les scarifications comme une technique de survie. Et pas par une espèce de provocation, mais parce que toutes les rencontres que j'ai pu faire à cet égard, tout ce que j'ai pu lire aussi, parce qu'il y a une sociologie, une littérature assez abondante aux États-Unis de femmes qui racontent leur scarification. On a ça pour l'anorexie par exemple en France, mais aux États-Unis vous avez non seulement l'anorexie mais aussi les scarifications, donc des hommes ou des femmes qui racontent leur période d'attaque au corps. Voilà. Mais c'est une technique de sauvegarde, donc une manière de neutraliser ou d'amortir provisoirement, je sais bien, mais d'amortir en tous les cas la souffrance. C'est pour ça que ces jeunes vous disent « ça me soulage ».
Et l'erreur terrifiante, ce serait de dire elles sont méso, quoi. Non, non, elles sont absolument pas méso, sont dans une immense détresse personnelle et n'ont pas trouvé d'autre moyen de conjurer leur souffrance que de recourir à leur corps. Et ça marche. Je suis convaincu que dans beaucoup de cas, ça prévient le suicide. C'est une sorte de cran d'arrêt, on pourrait dire aussi, en jouant un petit peu avec les mots, un cran d'arrêt avant le pire, qui protège pour une part. Mais là, le paradoxe, évidemment, c'est que c'est une douleur protectrice, mais qui ne fait pas souffrance. Au contraire, d'ailleurs, quand vous les interrogez, vous dites « ça me fait pas mal quand je m'entaille ». La souffrance, elle est ailleurs, quoi. Et puis, pour terminer vite cette espèce de tour d'horizon rapide, vous avez le masochisme que j'évoquais tout de suite. Le paradoxe qu'un certain nombre d'hommes, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ne vont éprouver d'orgasme, je souligne orgasme, qu'en étant tabassés, en étant scarifiés, en étant battus. Mais en revanche, pour que l'orgasme intervienne, pour que la douleur soit supportable, il faut absolument que la personne masochiste soit dans un scénario très précis. Et vous ne pouvez absolument pas déroger au scénario. D'ailleurs, il y a un contrat très souvent entre les personnes qui infligent les douleurs et puis la personne qui les reçoit, entre guillemets. Mais si jamais il y a un petit décalage, ça ne marche plus. La personne ne ressentira plus du tout son plaisir. Il y a un passage fameux comme ça dans Proust, dans Sodome et Gomorrhe, où le baron Charlus, qui se fait régulièrement fouetter par une prostituée, arrive ce jour-là dans le bordel, on est dans les années, autour des années 20, et la tenancière du bordel lui dit « Ah, monsieur Charlus, on est navré, là, vous arrivez aujourd'hui, on ne vous attendait pas, et votre favorite est occupé avec un client, et on le connaît, le client, ça risque d'être un peu long. » Mais par contre, on a une petite jeune qui commence, qui débute, si vous voulez, vous allez voir, elle est très très bien. Et donc le baron Charlus fait contre mauvaise fortune bon cœur et suit cette petite jeune. Et puis quelques minutes après sort en hurlant du bordel, en disant qu'il ne me remettra jamais les pieds ici, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à cette petite fouettez-moi, et elle a cru qu'il se moquait d'elle. Elle n'avait jamais entendu des choses comme ça. Et là, le fait qu'on se moque du scénario du masochiste, c'est la pire des choses, évidemment. Et donc ça détruit absolument tout le charme, entre guillemets, enfin tout le climat, toute l'ambiance érotique, et donc, voilà, d'où la colère du baron Charlus. Mais ce qui est très fascinant, donc, c'est le fait que ces hommes, ou plus rarement ces femmes, n'éprouvent de jouissance que dans ce contexte où on les meurtrit en apparence. Mais ne généralisons pas. C'est-à-dire qu'un masochiste qui est toutes les semaines dans les boîtes spécialisées et qui se fait casser la gueule dans un bois, il aura aussi mal que nous. Il aura absolument aussi mal que nous, parce que là, il n'est pas du tout dans son scénario, il serait dans la douleur subie, qu'il n'a pas demandé. Voilà, donc il ne faut pas généraliser. Quand on dit de quelqu'un c'est un maso, c'est vraiment un abus de langage, parce que le masochisme, ou en tous les cas, ça permet de se comprendre les uns les autres, mais le masochisme est quand même une pratique sexuelle hyper codée, qui n'a rien à voir avec la vie courante. Voilà, j'ai fait un parcours très très rapide et je m'en excuse. J'espère que vous m'avez suivi sans trop que je donne d'exemples. Mais maintenant, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Je peux rentrer davantage dans les détails ou vous donner d'autres exemples si vous voulez. Mais vous voyez que finalement, ce que je viens de faire indirectement, c'est un plaidoyer aussi pour la qualité de présence auprès des soignants. Parce qu'on ne peut pas soigner le patient à distance en toute indifférence. Il faut aussi l'envelopper dans son regard, dans son visage, cheminer avec lui dans une sorte de compagnonnage pour justement donner de l'efficacité aux antalgiques, même aux molécules. C'est ce qu'en médecine vous appelez l'effet placebo, ce que nous en anthropologie on appelle l'efficacité symbolique, c'est-à-dire l'efficacité du sens. Voilà. Quand on est soigné par des médecins qui ne vous écoutent pas, par exemple, on n'y retourne pas et on n'a aucune intention de satisfaire aux prescriptions qu'il nous a données. Voilà. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, à un moment où j'avais très 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 mal au dos et où j'ai vu des rhumatologues, mais je me suis rendu compte qu'ils ne m'écoutaient même pas. Ils coupaient carrément la parole pour me dire « je vois » en examinant l'imagerie médicale. Non, pour moi, c'est pas comme ça, évidemment, qu'on fait de la médecine. Je dis pas que c'est pas nécessaire.
nécessaire. Mais en même temps, il doit y avoir ce va-et-vient entre la parole du patient et puis les schémas neurologiques ou l'imagerie médicale, pour donner aussi d'ailleurs au patient le sentiment qu'il y a un investissement de la part du médecin à son égard. Moi, je ne suis plus jamais retourné voir ces rhumatologues voilà, en pensant que vraiment ils étaient des mécaniciens, mais pas du tout des médecins en tous les cas.